Je n'ai d'admiration que pour les gens qui ont un savoir très très pointu. Je pense qu'une vie, c'est se choisir son objet et ne jamais le lâcher et le creuser, le creuser, le creuser, le creuser. Sandrine Trainer, vous êtes directrice de France Culture depuis 2015. À l'époque, quand vous avez remplacé Olivier Poivre d'Arvor, vous marteliez qu'il fallait marquer votre singularité. Vous l'avez fait notamment en féminisant l'antenne, en rajeunissant aussi cette antenne, en cherchant à rendre l'antenne plus accessible à tous, avec des producteurs passeurs. Et aujourd'hui, la station bat des records d'audience. Elle affiche fièrement 1 472 000 auditeurs selon Médiamétrie par jour. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, pour qu'on fasse aussi mieux connaissance, nous raconter votre rapport à la radio ? Quelle auditrice vous étiez quand vous étiez petite ? Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous ? Écoutez, très rapidement, je crois que quand j'étais petite, je ne savais pas que... il y avait plein de choses que je ne savais pas, c'est le principe. Mais ce que je ne savais pas, c'était que la radio, on pouvait vivre avec ou vivre sans. La radio faisait partie très naturellement de l'environnement quotidien. Oui, on écoutait la radio à la maison. Mes parents écoutaient la radio. Je crains qu'ils écoutaient beaucoup France Culture déjà. Ils n'ont pas vraiment baissé le rythme depuis. Moi, j'ai le sentiment que peut-être aussi on écoutait beaucoup de musique à la radio, sans que je sache dire si c'était des disques ou si c'était France Musique. Mais la radio faisait partie de l'environnement à la maison, et le poste de radio faisait partie, comme le four et la plaque de cuisson, des objets qui constituaient le quotidien. Donc un rapport aussi naturel et évident que ça, j'en ai toujours vu. Vous vous souvenez d'émissions en particulier qui vous ont marqué ? De voix de certains producteurs ? Alors, je pourrais me faire passer pour quelqu'un d'extraordinairement précoce. À 6 ans, j'écoutais France Culture, je me souviens des dramatiques et je me souviens de certaines voix. Mais non. Non. Quand j'ai commencé, moi, à écouter la radio, par exemple, j'écoutais comme beaucoup, j'écoutais Pierre Bouteiller, et je ne crois pas que je savais si c'était sur telle ou telle antenne. En tout cas, j'écoutais Pierre Bouteiller, mais je crois qu'il y a eu un moment où j'étais beaucoup plus marrante que ça et où j'écoutais aussi Max Meignier. Et je suis incapable de vous dire, RTL sans doute. Les routiers sont sympas. Voilà, les routiers sont sympas, c'était la marque de mon adolescence trépidante, c'est-à-dire j'osais rallumer la radio sous l'oreiller alors que j'avais évidemment interdiction de le faire. Donc c'était une sorte d'acte de transgression totale. Et un peu plus tard, quand vous êtes devenue étudiante, quand vous vous êtes peut-être émancipée des écoutes familiales, vers quoi vous vous êtes orientée au niveau radiophonique ? J'ai eu un long passage... un long passage sans radio qui correspond au moment où d'abord j'avais moins de temps, ayant eu des enfants très jeunes, donc j'avais moins de temps et je passais tout le temps que je pouvais à lire puisque les livres me sont un refuge assez naturel et qu'il fallait faire des choix. Je lisais des livres, je me suis remise beaucoup à la radio, je pense dans la trentaine. À un moment où je me suis rendu compte qu'on pouvait tout faire en même temps. En tout cas, il fallait, c'est sûr. Et ensuite, j'ai été une auditrice de France Culture. J'ai été une auditrice de France Culture. J'étais tant et si bien une auditrice de France Culture qu'à aucun moment, je n'ai jamais pensé que je pourrais y travailler. France Culture, c'était la radio que j'écoutais. Et j'ai jamais, d'une certaine façon, voulu travailler à France Culture. Est-ce que ça paraissait totalement inatteignable ? Non. C'était pas de l'ordre du projet professionnel, c'était de l'ordre de ma vie quotidienne. Et donc, on va travailler et puis on écoute une radio. Comme le four, on revient aux objets. En tout cas, c'était ainsi. Vous m'avez offert une transition en parlant du livre il y a quelques minutes et de l'importance que ça a pour vous. Ça a été structurant dès l'enfance, le livre, et de quelle façon, si oui ? Ah oui, ça a été pas structurant, ça a été presque tout. D'une part parce que mes parents lisaient beaucoup et qu'il y avait quelques moments où il ne fallait pas trop les déranger quand ils lisaient ou quand
quand ils écoutaient de la musique, on n'était pas exactement les bienvenus. Donc on sentait qu'il se passait là quelque chose d'important. Et puis moi j'ai découvert le monde en lisant des histoires. Hein. C'est pas le livre comme un... Comment dire, d'une certaine façon, c'est pas le livre, c'est les histoires qu'il y avait dedans. Donc j'ai dévoré tous les titres de la bibliothèque rose, et puis après je suis passée à la bibliothèque verte, et puis ensuite la rouge et or, et en tout cas, d'abord j'adorais les histoires, et d'autre part il était une évidence que c'était la meilleure manière d'occuper le temps. C'est-à-dire je me suis jamais ennuyée, quoi. Vous évoquez le goût pour les livres de vos parents, donc père chimiste au CNRS, si je ne m'amuse. Tout à fait. Une mère traductrice. En partie. En partie. Et pour qui donc la littérature ou l'objet livre était très important, ou est-ce que c'était aussi des publications professionnelles? Dans quoi est-ce Non, ça a toujours été la littérature. Non, je crois que tout le monde aimait lire des histoires. Et mais bon, il y avait des essais, non, ça concernait jamais la science. Il y avait beaucoup de littérature étrangère, il y avait pas mal de littérature classique. J'ai mis longtemps avant de savoir la différence entre la littérature contemporaine et la littérature classique. Tout ça atterrissait dans les mêmes livres que j'allais piquer dans la bibliothèque. On vous laissait faire? Oui, si je les rendais. Quand même. Ah. Ensuite, vous vous orientez vers l'histoire. Vous passez un DEA d'histoire. Vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours d'étudiante? Pourquoi est-ce que vous choisissez cette voie-là? Parce que, comme beaucoup, parce qu'à un moment au lycée, j'ai eu une prof d'histoire qui a fait que je n'ai pas pensé que je pouvais faire autre chose que faire la même chose qu'elle. Donc c'est à partir de la classe de 3e. En gros, je voulais faire de l'histoire, mais j'ai été longtemps relativement contrariée. Mes parents préféraient que je fasse de la science. Et la science ne m'a pas choisi, c'est rien de le dire. Mauvaise note? Parcours douloureux? Très mauvaise note. Un bac scientifique, mais absolument lamentable. Assez honteux, même. C'est comme ça que vous avez gagné votre parcours en histoire? C'est comme ça que j'ai gagné le droit d'aller en Hippocagne. Donc ensuite, vous vous destinez à quoi? Et ensuite, je veux faire de l'histoire, je veux faire de la recherche. Je n'ai d'admiration que pour les gens qui ont un savoir très très pointu. Je pense qu'une vie, c'est se choisir son objet et ne jamais le lâcher et le creuser. Ce qui dit comme ça fait pas de moi l'idée d'une jeune femme super rigolote, mais en fait je l'étais quand même relativement, malgré les apparences. Mais j'avais beaucoup d'admiration pour ce que me semblait être le travail du chercheur. Il faut dire que j'en avais un certain nombre sous les yeux et que je fais partie des gens qui ont eu la chance de grandir dans des familles assez heureuses. Et j'avais beaucoup d'admiration pour ceux qui avaient la charge de me faire grandir. Donc quand j'ai été en désaccord, ça n'a pas été sur ce socle-là. Du tout. Et donc la seule chose, c'était de trouver le sujet. Et puis finalement, j'ai fini par le trouver, le sujet. Puis quand j'ai trouvé le sujet, en fait, j'ai fait autre chose. Vous êtes devenu journaliste. Vous avez travaillé au Monde. Ouais, je suis pas vraiment devenue journaliste, mais j'ai fait semblant. Vous avez rencontré, vous allez me dire si cette anecdote est vraie, le responsable du Monde, enfin peut-être des pages culture, un responsable éditorial des pages livres du Monde, à la plage. Oui, c'est ça, ça ressemble pas totalement à une reconnaissance de compétences, encore que je sois une très bonne nageuse, ce qui explique du reste la rencontre, puisque effectivement on s'est rencontrés très très loin dans la mer, là où personne n'osait aller. Après la bouée jaune? Largement après, et donc on faisait des allers-retours très très loin en prenant des risques. Et ça a abouti à un stage, et puis le stage m'a fait complètement dévier. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience, et à quoi ça vous a mené ensuite? Ça m'a apporté un paquet d'ennuis, parce que je n'y étais pas pleinement à ma place.
Probablement parce que j'étais assez jeune dans un journal qui n'était pas entièrement jeune, ni entièrement féminin, 20 ans. Et qu'il y a eu un moment où je me suis bien rendu compte que ce n'est pas comme ça que j'allais totalement m'épanouir, mais qu'en même temps j'avais fait un choix et que ce choix m'amenait à ne plus avoir envie de ce dont j'avais envie avant, en tout cas avec la même force. Donc j'ai eu le sentiment pendant un paquet d'années d'être ce que l'on appelle le cul entre deux chaises, quoi, de manière triviale, c'est-à-dire aimant encore, continuant à avoir des rêves qui s'éloignaient de ma pratique et avoir une pratique qui m'éloignait un peu de mes rêves. Est-ce que vous vous sentiez plus à l'aise ensuite à travailler pour la télévision avec Frédéric Taddeï ? En fait, j'étais assez à l'aise. Je détestais pas ce sentiment de n'être d'aucun sérail. Mais ça a aussi un prix de ne pas faire de choix. Quand je suis arrivée à la télévision totalement par hasard et dans une émission, en l'occurrence littéraire quotidienne, qui s'appelait Un livre un jour, c'était en 1998, c'était presque une petite dizaine d'années avant Ce soir ou jamais. Là, je me suis sentie extrêmement bien. N'importe qui à ma place se serait senti pareil. Je n'étais payée que pour lire et organiser des tournages, des enregistrements qui avaient pour vocation de transmettre le goût des livres que j'avais lus. Dans le genre terrible, il y a mieux, quoi. Donc ça, ce furent des années de lecture redoublée, quoi. De lecture effrénée. Enfin, je n'ai fait littéralement que ça pendant 7-8 ans, tout en étant très heureuse finalement, malgré mes réticences de départ, d'apprendre ce que c'était qu'un plan, d'apprendre à utiliser une caméra, de commencer à écrire moi-même des documentaires, d'écrire pour la fiction, puis de devenir réalisatrice de documentaires, puis de réaliser une fiction. C'est-à-dire de me rendre compte qu'en fait, à partir d'un fil, je pouvais en tirer plein d'autres et que tout ça n'était qu'un enrichissement permanent. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, l'énergie, l'assurance de vous lancer ensuite dans l'écriture, d'écrire l'idée d'une tombe sans nom sur une jeune révolutionnaire moldave victime des purges staliniennes ? Dans les problèmes que je ne rencontre jamais dans la vie, en tout cas jusqu'à présent, c'est manquer d'énergie. J'ai même un mal de chien à la réfréner, cette énergie, et à faire des choix. J'ai toujours le sentiment qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain et qu'il faut profiter de ce qui se présente. Et non, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à ne pas faire ce qui se présente. Alors, les livres, en fait, j'ai commencé, mon premier livre, c'était en 1992, donc j'avais, 25-26 ans, et je n'ai jamais cessé d'écrire, et c'est ce qu'il me reste du fil de départ de cette jeune adolescente qui pensait que la seule chose qui est vraiment excitant dans la vie, c'est de connaître très très bien un sujet qui se déroule dans un lieu minuscule pendant un temps minuscule, mais d'en savoir tout. Et ce temps-là, enfin, cette énergie dont vous parlez, c'est ce que, de manière pompeuse, d'autres peut-être appelleraient une nécessité. C'est-à-dire que on ne dégage pas une énergie supplémentaire, mais il est 21h30, on a fini ce qu'on avait à faire et assez naturellement on se dirige vers une activité nouvelle. Donc j'ai toujours continué à écrire, à publier des anthologies littéraires pendant un moment, des essais sur les questions touchant d'une manière ou d'une autre au féminisme, puisque ça fait partie des sujets structurants à la fois de mon histoire et de mon engagement. Le livre dont vous parlez, qui date lui de 1993, est celui qui fait exception et qui m'a posé le plus de problèmes parce que c'était un livre dans lequel je mettais quelque chose de moi que jusque-là je n'avais jamais mis nulle part. C'est un récit qui touche à votre histoire familiale, personnelle ?
Non, pas directement, mais qui renvoie à mes obsessions personnelles, ça, très certainement. Et c'est un livre qui parle de la disparition, qui parle de l'engagement politique et qui parle de la disparition. Et les gens qui disparaissent, c'est probablement le sujet qui m'est le plus intime. En 2010, vous devenez chroniqueuse à la Grande Table sur France Culture, ensuite assez rapidement conseillère au programme et directrice adjointe. Donc vous travaillez avec Olivier Poivre d'Arvor en 2011. Comment est-ce que vous avez été accueillie à la radio et quelles impressions vous avez gardées de cette arrivée ? La radio, celle que je connais, la radio de service public, c'est une radio qui accueille bien. C'est une radio qui... ça peut être plus compliqué après. Mais c'est une radio qui est très... la maison de la radio est un lieu d'accueil. Et d'ailleurs d'accueil aussi du public et d'accueil avant tout des auditeurs. Et je pense que c'est ce rapport... ça très, très chaleureux, voire très affectif aux auditeurs qui sélectionnent au fond des gens qui sont capables de ce mouvement. Et ces gens-là, ils sont aussi capables de vous accueillir. Alors moi, j'avais d'une certaine façon la chance d'avoir une sorte de légitimité éditoriale un peu évidente. Ça faisait des années et des années et des années que je m'occupais de transmission de la culture d'une manière ou d'une autre. Je venais à la fois d'une émission littéraire et d'une émission de débat d'idées qui avait eu son heure de gloire et qui avait été une vraie petite révolution dans les médias publics. Donc j'arrive avec une légitimité qui est au fond la chose principale que l'on demande de vous, que c'est la maison de la radio réclame de vous. Surtout quand vous arrivez sur des fonctions éditoriales, ce qui était le cas pendant 5 ans. Donc il y avait ça. Deuxièmement, moi j'arrivais extrêmement heureuse puisque c'est quelque chose que je n'avais pas prévu une seule seconde, ni même, comme je vous le disais, directement désiré. Et que ça par s'est ailleurs, fait comment alors, si c'était pas de votre initiative ? Et la troisième chose, c'est qu'elle réunissait mes deux, si j'ose dire, les deux parties de moi-même, c'est-à-dire la partie littéraire. Tellement lié aux exercices de l'imaginaire, et puis la partie savoir et idée qui correspond à ce que j'ai aussi développé depuis l'adolescence. Comment ça s'est fait ? Et ça s'est fait parce qu'un nouveau directeur de France Culture a été nommé et que me sachant auditrice de France Culture par des gens, puisqu'on ne se connaissait quasiment pas, il consultait des gens dont il avait envie qu'ils lui racontent ce que c'était que France Culture pour eux. Donc il m'a donné un rendez-vous 1 mois après sa prise de fonction et je lui ai raconté ce que je croyais être France Culture. Et à la fin de l'entretien, il m'a demandé si je voulais le rejoindre. Et quelle différence alors entre ce que vous croyiez être France Culture à ce moment-là et ce que vous découvrez en intégrant la chaîne ? Ça, c'est la différence entre ce que c'est que d'écouter et de faire. Pas de différence au fond. Pas de différence, simplement c'est un autre point de vue, c'est une autre perspective. Quand vous devenez professionnel de quelque chose, vous devenez actrice de ce que vous faites, ce qui n'a strictement rien à voir avec la position d'auditrice. J'y ai retrouvé, en tout cas dans les choses qui me paraissaient évidentes avant et qui se sont confirmées après, l'incroyable qualité des gens. L'incroyable qualité des échanges entre les producteurs, les journalistes, etc., et les équipes de manière générale. On ne fait pas cette radio que je trouve géniale depuis très longtemps, donc je m'exclus parfaitement de l'adjectif. On ne fait pas cette radio-là sans être à la hauteur de son projet. Donc non seulement la permanence de cette idée-là, mais même plus encore.
J'ai vraiment eu le sentiment de basculer dans un monde professionnel tellement privilégié. Alors c'était vrai à la télévision publique, hein. Moi j'étais à France 3, donc pendant 10 ans, j'ai travaillé à France 24, entre les deux, pendant 1 an et demi. Je retrouvais que dans le service public de l'audiovisuel, il y avait des gens remarquables. À France 3, c'était dingue, quoi, à quel point les gens étaient engagés pour l'antenne qu'ils servaient. Je ne sais pas du tout si ça a bougé ou pas. Mais en tout cas, c'était très vrai. Je n'ai jamais, dans mes chances, il y a de ne jamais, de mon parcours professionnel, n'avoir dû travailler avec des gens que je n'aurais pas trouvé estimables. Où ça a été très, très rare. À France Culture, ça, c'était décuplé. Et puis, c'était comme des amis, je les connaissais tellement bien. C'est pour ça que je sais très bien quelle est la position de l'auditeur, y compris de l'auditeur qui me reproche des tas de trucs, parce que le rapport que l'auditeur crée avec la radio, moi, je l'ai connu comme auditrice de France Culture avec cette même radio. Alors, en 2011, quand vous devenez adjointe d'Olivier Poivre d'Arvor, et encore plus en 2015, quand vous devenez directrice, quel état des lieux vous faites, là, en tant que patronne de la chaîne, et qu'est-ce que vous cherchez à impulser à ce moment-là ? La radio a à la fois complètement changé et pas changé. Elle a complètement changé parce que si vous preniez la grille des programmes d'il y a 10 ans, vous la comparez avec aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire, c'était une grille de programmes, c'est aujourd'hui une grille de radio. Il y avait très peu de repères, il y avait beaucoup moins d'émissions quotidiennes du lundi au vendredi, c'était beaucoup plus disparate. Les émissions reposaient davantage sur des personnes qui venaient faire leur émission, alors qu'aujourd'hui elles reposent sur des professionnels de la radio, ce qui est une énorme différence. Mais elle n'a pas beaucoup changé en ce sens que je crois qu'en 10 ans, nous ne l'avons pas brutalisée. Autrement dit, les changements se sont faits petit à petit. On n'a pas fait de grands chamboule-tout, de grandes révolutions. Cela dit, pourquoi avons-nous quand même fait cette révolution pas à pas, petit à petit ? C'est parce que pendant très longtemps, on a considéré que la culture était réservée à une certaine élite. Voire on faisait cette culture pour cette certaine élite qui avait les capacités de comprendre les choses. Vous imaginez que je ne mets pas de guillemets, parce qu'à l'oral on ne met pas de guillemets, mais qui avait cette capacité à comprendre des choses compliquées, exigeantes, etc. etc. Moi, je pense que la culture, c'est un projet politique. Et je pense l'inverse de ça. C'est-à-dire, je pense que la culture, elle est extrêmement importante précisément pour les gens qui n'y ont pas spontanément accès. Je pense que le service public a un rôle fondamental à jouer dans la mise en relation entre ce que l'on appelle la culture, c'est-à-dire en fait cet ensemble de signes qui peuvent venir de toute forme d'œuvre de l'esprit, au fond. Donc de mettre en lien ces œuvres de l'esprit et des gens qui peuvent penser que c'est pas pour eux, ou que c'est terriblement ennuyeux, ou que ça ne leur apportera rien parce qu'ils ont des problèmes autrement plus graves que les problèmes que peuvent résoudre un roman, l'écoute d'un cinéaste, d'un historien, d'une philosophe. Moi, je pense évidemment vraiment l'inverse. Je crois que c'est une mission de service public de premier plan. Je pense que ce qui constitue une société, c'est précisément ce socle que peut... Enfin, cette humanité, tout simplement, pour employer des grands mots, qu'apportent les œuvres de l'esprit. Et donc, moi, mon projet, et je suis arrivée là-dessus, et c'est ce que j'ai fait petit à petit, et je crois de manière encore plus radicale à partir du moment où j'ai été la directrice, ça a été de pratiquer cette ouverture que ne vous reprochent généralement que ceux qui font partie d'une petite élite et qui entendent conserver à leur propre profit les signes d'appropriation de la culture. Moi, je pense qu'on n'a plus du tout le luxe de leur faire plaisir, et que, par ailleurs, le fait de mettre en relation ces œuvres de l'esprit et le public n'équivaut en aucun cas à une baisse d'une quelconque exigence. Je pense que c'est le contraire. Notre exigence doit être
d'être intelligible et ouvert à tous les publics. Accessoirement, nous ne sommes pas une radio culturelle privée, nous sommes une radio culturelle financée par la redevance. Et à ce titre-là, je crois que, oui, que le projet, c'est vraiment un projet politique, c'est un projet lié aussi au fait que je pense que la culture est le seul mode d'émancipation qui soit à notre portée, et que d'émancipation et de liberté, tout le monde en a besoin, et pas uniquement ceux qui en profitent déjà. Alors l'esprit d'ouverture, cette ouverture que vous évoquez, c'était le slogan de la chaîne en 2017. Ça passe par quoi concrètement, comme ajustement, comme changement audible pour l'auditeur ? Alors l'esprit d'ouverture, d'abord, ça ne me gêne pas de dire que c'était à la fois un slogan pour l'interne comme pour les auditeurs. Parce que nous aussi, on avait justement beaucoup de choses à réformer. Par quoi ça passe ? Ça passe par, d'abord, ça peut être une ouverture à des sujets. Ça peut être une ouverture à des genres. Il y a des genres que traite la fiction aujourd'hui, qui n'étaient pas des genres sur lesquels on s'aventurait. La bande dessinée. Alors la bande dessinée dans les magazines de la rentrée, mais je pense qu'aujourd'hui c'est pas très audacieux de consacrer une émission à la bande dessinée, mais en fiction, années. Oui. Alors en fiction bien sûr, mais un des grands tournants de la fiction, c'est le jour où Blandine Masson, en l'occurrence, qui est la responsable de la fiction à France Culture, a obtenu les droits de Millennium et qu'on a mis en chantier, vous voyez, des grands feuilletons sur des textes qui étaient des textes. Bon, je veux dire, c'est pas non plus Catherine Pancol, mais enfin, c'est quand même. L'Amie prodigieuse, plus récemment. Récemment, L'Amie prodigieuse et beaucoup d'autres. Donc, on peut faire aujourd'hui des textes pointus d'auteurs très contemporains. Mais on peut aussi faire adapter les grandes espérances de Dickens et Millennium ou L'Ami prodigieux. Je pense que c'est très important qu'on le fasse. Alors après, il y a des ouvertures à des thèmes que l'on ne traitait pas avant. Il y a une modification totale du rapport en fait à l'auditeur, c'est-à-dire se dire je ne parle pas pour mes pairs, je ne parle pas pour ceux qui savent déjà, je parle pour tout le monde, c'est-à-dire essentiellement pour ceux qui, peut-être, sans doute, ne savent pas. Et donc, la chasse de l'entre-soi, des formules tout entendues, ça a l'air de rien ce que je vous dis, mais on sait bien que les auditeurs de France Culture savent bien que, mais alors que doit penser l'auditeur qui n'est pas un auditeur de France Culture, que c'est pas pour lui, parce qu'il n'est pas l'auditeur qui sait bien que... En fait, on a traqué tous nos réflexes de groupe, et puis on a fait rentrer des gens. Il y a eu une nouvelle génération qui a accédé à l'antenne, des gens, et notamment des femmes, parce que quand vous faites rentrer des gens qui n'y étaient pas, généralement, pour une grande partie, ce sont des femmes, qui eux-mêmes ont une conception de la culture et de la transmission de la culture qui est très différente de leurs aînés, pour lesquels ce n'est pas un privilège réservé, c'est au contraire un mouvement vers l'extérieur. Donc en fait, on a énormément bousculé nos manières de faire, puis on a aussi, alors presque en négatif, si je dis en négatif, pas raté un certain nombre de choses qu'il ne fallait pas rater, et notamment la révolution du numérique. On a compris très très tôt que pour des contenus comme ceux de France Culture, le numérique allait être une chance formidable, allait nous permettre de démultiplier l'accès à nos programmes, qu'après tout on pouvait considérer que France Culture c'est comme une grande maison d'édition, c'est-à-dire que à la fois vous publiez des livres nouveaux, mais vous avez un fonds, vous avez un stock qui fait aussi votre valeur, vous avez un catalogue, et le catalogue il ne se périme pas. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, si on prend les 2 derniers mois, France Culture est l'antenne qui a connu le plus de téléchargements. Et les téléchargements, ils sont fascinants, si vous voulez. Si vous prenez l'été dernier, je ne sais pas si vous connaissez, on fait l'été ce qu'on appelle des grandes traversées. Ce sont des programmes en 10 heures, du lundi au vendredi, sur un sujet. Généralement, c'est un portrait documentaire pendant 2 heures. Cette année, je voulais absolument qu'on fasse, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une obsession, je voulais absolument qu'on fasse un portrait documentaire de Louis-Ferdinand Céline.
je suis restée très marquée par toutes les questions et tous les enjeux qui ont été discutés dans la presse et dans la société de manière générale autour de la question de savoir s'il fallait publier, vous savez, les pamphlets antisémites de Céline. Je pense que c'est des sujets passionnants parce que d'abord, il n'y a pas moyen de répondre simplement à la question. Donc déjà, c'est toujours bien, quoi. Il n'y a pas de réponse à la fin de la discussion. Mais tout ce que ça raconte de notre rapport à ce qui peut s'entendre, ce qui ne peut pas s'entendre, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, etc., etc. Donc je voulais absolument qu'on fasse ça, même si je pense que tout le monde était à peu près convaincu autour de moi que, franchement, Louis-Ferdinand Céline, pendant l'été, merci du cadeau. Et à certains égards, il n'avait pas tort. Néanmoins, ces grandes traversées, donc 10 heures de programme, quand même, il faut voir ce que ça représente, ont connu presque 2 500 000 téléchargements pendant l'été, 2 500 000 téléchargements, en tête desquels Louis-Ferdinand Céline. Plus fort que Walt Disney, qui était beaucoup aussi au programme. Plus fort que Walt Disney, pourtant pas tellement plus sympathique, parce que Walt Disney, il y a ce problème, hein, c'est que le bonhomme... Bon, mais non, mais ça veut dire simplement que quand on fait les choses bien, on peut tout faire, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, à France Culture, on peut tout faire et on va continuer à ouvrir le champ et à faire cette démonstration-là. Ouvrir, s'adresser au plus grand monde, ça passe aussi par avoir des producteurs qui ne sont pas forcément spécialistes de leur discipline. Est-ce qu'un Nicolas J'adorerais par tempérament vous dire surtout pas. Mais en l'occurrence, bon, de temps en temps, on a beau avoir un tempérament, c'est pas vrai. Oui, c'est-à-dire, je crois que pendant longtemps, c'était des spécialistes des disciplines qui faisaient les émissions et qu'en fait, ils ne sont pas les mieux placés pour poser les bonnes questions. Oui. Je pense qu'un intervieweur, et c'est un art, l'interview, poser des questions, poser les bonnes questions. Après tout, on peut aussi considérer que c'est un métier. Il y a eu des émissions thématiques comme ça portées par des spécialistes des sujets où je me disais en écoutant, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, ils posent des questions alors que j'aimerais avoir ces réponses. Ça serait beaucoup plus intéressant qu'ils soient de l'autre côté du micro, bien interviewés, plutôt que de poser des questions de manière plus ou moins à quelqu'un qui peut-être en sait moins que lui. Et alors, on a gardé des spécialistes sur l'archéologie, Vincent Charpentier, sur le droit, Antoine Garapon, mais c'est tout simplement des spécialistes qui ont aussi pour vertu de savoir être dans la transmission et dans la générosité. C'était pas vrai de tous. Je pense qu'un très bon intervieweur généraliste qui a le goût de ce pourquoi il s'adresse à l'autre, oui, c'est sans doute une des bonnes options. En tout cas, c'est une option si vous voulez pouvoir vous adresser à d'autres que la communauté qui comprend vous, le spécialiste, lui ou elle, le spécialiste qui l'interviewe, avec probablement comme idée principale qu'est-ce que vont en penser les collègues. Et on ne peut pas leur en vouloir. Qu'est-ce que vont en penser les collègues. Les journalistes aussi ont ce problème-là souvent. Et là, d'une certaine façon, on règle 50% du problème. Il y a une capillarité depuis plusieurs années entre France Inter et France Culture. La liste des transfuges est longue comme le bras, et on citera par exemple la directrice de France Inter, Laurence Bloch, qui a fait une majeure partie de sa carrière à France Culture. Aujourd'hui, le positionnement des deux chaînes est très clair. Ça fait quand même 11 ans qu'elle est à France Inter. C'est vrai, mais elle a passé combien de temps à France Culture ? Plus. Voilà. Beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, la différenciation entre les deux chaînes est claire. Les positionnements sont vraiment affirmés parce qu'un temps, il y a eu un reproche qui a été fait à France Culture de vouloir devenir une généraliste et de se rapprocher par les contenus de France Inter. Et de France Inter, de vouloir se rapprocher de France Culture. À l'époque de Philippe Val, je me rappelle que ça marchait tout à fait dans les deux sens. Alors en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en était d'avant, mais pour moi, c'était extrêmement clair. Alors d'une part, les transfuges, ils sont partis au fil du temps. Et moi, je pense que bouger et faire autre chose dans la vie, ça fait partie des choses naturelles. J'ai suffisamment
suffisamment bougé moi-même pour... si on prend quelqu'un comme Nicolas Demorand, Ali Badou, etc., je veux dire, ça va faire 10 ans qu'ils sont partis. Ça date pas d'hier. Laurent Goumard, ça finira par faire 5 ans, etc., etc. Augustin Trapenard, 3-4 ans. Moi, je pense que précisément, ils partent parce qu'ils veulent faire autre chose. Je ne pense pas du tout qu'ils partent pour aller faire la même chose là où ils sont. D'ailleurs, il suffit de réécouter les matinales telles que Nicolas Demorand les pratiquait à France Culture et ce qu'il fait à France Inter. Je veux dire, c'est pas la même programmation, c'est pas la même cible, etc. Oui, il y a des gens qui grandissent à France Culture et le jour où ils sont grands, certains restent, comme Emmanuel Laurentin, ou certains partent, comme d'autres. En soi, ça ne fait que donner encore plus de... Je sais pas, ça étend la toile de ce que peut France Culture aussi comme ressource de talent pour l'avenir et pour les autres. Évidemment, ça ne me pose aucun problème. Moi, je pense que la différence, elle est extrêmement claire. Alors, si je ne voulais pas la définir, je vous dirais, on prend mon iPhone, on se met sur France Inter 5 minutes, on se met sur France Culture 5 minutes, et vous allez entendre tout de suite la différence. Je pense que l'ambition n'est pas du tout la même. D'un côté, il y a une ambition généraliste. Une ambition généraliste, ça veut dire être en rivalité avec Europe 1, RTR, RMC, et amener vers le service public le plus grand nombre de gens en leur parlant de tout, en mettant évidemment de l'info, mais en faisant de l'humour et en faisant de la pop culture et en faisant tout ce qui permet à une antenne généraliste de grandir. Ce que fait Laurence Bloch à merveille. Moi, je ne fais pas ça du tout. Moi, je pars de ce qu'est ma mission de service public, c'est-à-dire diriger une radio thématique qui est culturelle. Et moi, je propose avec mes camarades au plus grand nombre ce que nous pensons qu'une radio culturelle doit faire. On n'en sort pas en espérant convaincre par l'ouverture précisément de notre proposition, mais l'ouverture dans son domaine, convaincre le plus de gens de venir nous écouter. Et du reste, comme vous le savez, France Inter comme France Culture progresse et évolue de manière extrêmement positive en même temps. Si je prenais un exemple, par exemple, de ce qu'on n'aurait jamais fait il y a 10 ans et qu'on fait aujourd'hui, prenez la philo, prenez ce que fait Adèle Van Rett, qui la semaine dernière a philosophé pendant 4 heures à partir de Truffaut, mais qui peut le faire à partir de Tintin, ou qui peut le faire en plongeant dans les textes philosophiques antiques les plus classiques. Néanmoins, ce qu'elle fait, c'est de la philo, et ce qu'elle continuera à faire, c'est de la philo. Il y a énormément de domaines, par exemple, sur lesquels nous, on est absent. Le sport, on est absent. Faits divers, on est absent. Comment on appelle ça ? L'épanouissement personnel, non, l'épanouissement personnel, le développement, pardon, merci. Voilà, on est absent, on ne sait même pas comment ça se dit. Donc il y a des choses sur lesquelles on fait volontairement l'impasse parce qu'on ne peut pas tout faire. Et que, en revanche, en matière de spectre de vie des idées, de savoir et de discipline artistique, là, on veut être très présent. Vous savez, on n'avait pas d'émission scientifique quotidienne jusqu'à il y a 3 ans. On n'avait pas d'émission de fond sur l'économie, sur le savoir en matière d'économie et de social jusqu'à il y a 2 ans. Il y a 2 ans et demi, nous avons créé la Compagnie des auteurs qui est devenue la Compagnie des œuvres. Nous n'avions pas d'émission quotidienne sur le patrimoine culturel de l'humanité. Donc, je veux dire, ce que nous avons développé, c'est directement l'univers qui est celui de la radio thématique que je dirige avec, sans avoir aucun espèce de doute sur le territoire qui est le nôtre. Et la manière, elle est encore plus différente à tous égards, je crois. Parlons d'un moment clé, peut-être un des premiers de votre prise de fonction, d'un transfuge, mais là qui venait de France Inter, qui est arrivé sur France Culture. Guillaume Erner, qui a remplacé Marc Voincher, qui est parti après, je n'ai plus le nombre d'années, mais quelques années de bons et loyaux services à la matinale pour diriger France Musique. De quelle façon on trouve un matinalier ? C'est quand même un carrefour assez stratégique. Alors en fait, il s'est passé que début juillet 2015, Marc Voincher
a été nommé par Mathieu Gallet à la direction de France Musique, que Olivier Poivre d'Arvor a été, là, en l'occurrence, renvoyé au Quai d'Orsay, puisqu'il venait de terminer 5 années de détachement et que ce détachement n'a pas été reconduit par le même Mathieu Gallet. Et moi, je me suis retrouvé en charge d'un intérim, l'intérim de la direction de la chaîne, sans savoir du tout si j'allais être ou pas, d'ailleurs sans même m'être posé d'ailleurs la question de ce que je voulais ou de ce que je voulais pas, puisque c'est arrivé de manière assez subie. Et en plus, j'avais plus de matinalier. Et puis, il n'y avait pas que le matinalier, d'ailleurs, que j'avais plus, puisque à ce moment-là, Laurent Goumard aussi. Enfin bon, voilà. Donc, je me retrouvais à devoir prendre la décision, au fond, la plus grave ou la plus complexe en termes de grille de programme, et j'étais qu'en intérim. Ça a été bien. Confortable, on imagine. Super confortable. Guillaume Erner était venu nous voir, Olivier Poivre d'Arvor et moi-même, je ne sais pas, 2 ans avant, et il avait dit, si un jour vous avez besoin de quelqu'un pour passer le balai, c'est de ça dont je rêve dans la vie. À l'époque, il faisait le 10h, 11h sur France Inter. Je pense qu'en plus, il le pensait. J'avais ce problème tout simple qui était que j'avais au moins 3 problèmes. Il n'y avait plus de direction à France Culture, c'était relativement un problème pour moi qui était la numéro 2 de quelqu'un qui n'existait plus. J'avais plus de matinalier, j'avais plus rien en fin de journée. Donc la première chose assez évidente, c'était ne pas me déshabiller tellement davantage. Donc en fait, l'option d'aller proposer à quelqu'un déjà très installé de France Culture d'aller prendre la matinale, on pourrait dire que ça réglait le problème, mais c'était pas sûr parce que c'est toujours un très très gros pari, et en revanche ça m'en créait un nouveau. Donc en fait, de manière assez instantanée, j'ai repensé qu'il y avait un bonhomme que j'avais trouvé, que je connaissais pas, mais que j'avais trouvé au cours des 2-3 rendez-vous qu'on avait eus assez... je trouvais que c'était un personnage. Et je pense que la radio, elle est forcément faite par des personnalités que vous aimez ou que vous détestez, évidemment. C'est ça le problème. Mais en tout cas, parfaitement caractéristique. Quand vous écoutez ou que vous rencontrez Guillaume Erner 5 minutes, vous savez qu'il n'y en a pas 2. C'est bien d'ailleurs comme ça, hein. Il en a un et ça fait notre bonheur. Et donc je me suis rappelé lui en fait, en me disant mais lui, alors il se trouve que de toute façon Laurence Bloch bougeait le 10-11, donc je ne créais pas de problème. En fait c'est un mécano, c'est un artisanat la radio, hein. Je veux dire, je suis sans doute devenu professionnel globalement à force. Sinon je serais très très lente dans l'apprentissage, mais c'est quand même un artisanat, quoi. C'est-à-dire vous savez pas ce que vous allez faire le lendemain matin en matinale, vous aviez un truc génial, ça plante, la personne a raté le train, a la grippe, son gosse est malade, vient plus. En fait, donc, c'est un exercice permanent de la prise de décision, du pari, de l'intuition, de la créativité. Donc je me suis rappelé Guillaume, il était déjà parti en vacances, c'était vers le 10 juillet, je l'ai appelé en lui disant s'il y avait l'éventualité que vous soyez matinalier, est-ce que vous reviendriez de vacances. 3 heures plus tard, le temps de revenir de la Drôme, il était là, et puis je me suis dit, allez, donc je suis allé voir Mathieu Gallet, qui était lui donc président, et en lui disant, voilà, si j'ai les mains libres, c'est ça que je fais. Et il m'a dit, mais tant que tu es en intérim, c'est toi qui as les mains libres, donc tu as les mains libres, donc vas-y. Voilà. Bon, j'en profite, je rebondis sur la matinale. Vous dites que c'est un pari, une prise de risque constante. J'aimerais avoir votre réaction concernant celle de quelques auditeurs qui ont été un petit peu dernièrement étonnés d'entendre Alain Finkielkraut s'exprimer dans les matins, alors que vous-même aviez dit à l'antenne que France Culture ne pouvait pas promouvoir le travail de ses collaborateurs. Comment est-ce que vous expliquez ? Ah pardon, j'ai jamais dit ça. Il y a une petite vidéo qui tourne sur le site de la Médiatrice qui ne dit pas ça, qui dit que en l'occurrence, quand un certain nombre de nos producteurs, qui en fait, c'est dans un sens, c'est pas dans l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que Alain Finkielkraut, mais je pourrais citer d'autres noms, ont
ont un travail personnel dans le registre qui est le leur, qu'ils sont devenus un jour producteurs à France Culture. Donc, je veux dire, on n'empêche pas quelqu'un de penser, on n'empêche pas quelqu'un d'écrire, on ne va pas empêcher Aurélien Bélanger d'être romancier, vous voyez. Et on ne va pas non plus être les seuls à ne pas en parler. Tout ce que j'ai dit, c'est que c'était un passage et pas plus. Donc, en l'occurrence, Alain Finkielkraut qui publie un livre qui est exactement ce qui est fait pour France Culture, puisqu'en l'occurrence, c'est une autobiographie intellectuelle. Une autobiographie intellectuelle d'un des intellectuels, quoi qu'on en pense, français, c'est le sujet de France Culture. D'où la raison pour laquelle il est venu, mais en fait, ça vaut aussi pour les autres stations, c'est-à-dire qu'il a été l'invité d'Ali Badou le vendredi, il n'aura pas d'autres passages sur l'antenne de France Inter. Non, je crois que là, pour le coup, sinon, il faudrait dire à Antoine Garapon de plus jamais publier de livres, etc. Ou de se dire, alors que c'est un sujet que les auditeurs attendent, moi, je crois qu'il faut simplement le faire avec la même distance critique et une fois. D'accord, donc ça veut dire que tous les producteurs de France Culture, dès lors qu'ils publient un livre, peuvent être invités une fois à l'antenne, pour vous? Potentiellement, ils peuvent l'être. Souvent, en réalité, ils ne le sont pas. Là, c'est à la discrétion des producteurs. C'est-à-dire, je ne demande pas, de manière générale, je demande très peu. Une des règles, c'est important de le dire, c'est que le statut de producteur, c'est pas un statut d'animateur, ce sont des gens qui jouissent d'une très grande liberté éditoriale, parce que généralement, tous les gens qui ne sont pas contents, ils m'écrivent à moi, si jamais vous êtes dans la salle. Écrivez aussi aux producteurs, parce que je ne fais pas la programmation de 24 heures de radio. Et donc voilà, par ailleurs, il a parlé de tas de choses. Je crois pas que ce soit de la publicité. D'accord. C'est votre point de vue sur la question. Oui, bien sûr. J'ai du mal à avoir d'autres points de vue que le mien. Mais je vous laisse le vôtre en échange. Très bien, faisons comme ça. Il me semble que c'est assez sain. Ouais. Alors, en cette rentrée, il y a eu quelques gros changements. On peut parler, par exemple, du glissement d'Emmanuel Laurentin, qui reprend du grain à moudre, de Xavier Mauduit, qui est arrivé pour animer à 9h06 chaque matin le cours de l'histoire. Ça, c'est un moment clé aussi, peut-être, dans votre parcours de directrice. Oui, ça, c'est un peu, ça donne un peu le frisson, oui. Ça donne un peu le frisson. On sait tellement à quel point les habitudes sont des habitudes par principe, même si, en fait, c'était beaucoup plus vrai avant que ça ne l'est aujourd'hui. Par exemple, quand Guillaume Erner a pris la matinale, tout le monde m'avait dit « T'inquiète pas, un nouveau matinalier, ça commence par... » se sentir sur les audiences, c'est normal. Et en fait, il n'y a jamais eu de baisse. Non pas que certains ne regrettaient pas Marc Voincher, mais enfin bon, ils étaient prêts à essayer. C'était pas des talibans du voinchétisme. Donc, on sait que c'est plus facile aujourd'hui. Alors, les producteurs, ils sont comme tout le monde. C'est-à-dire à un moment, ils en ont un peu assez de ce qu'ils font. Évidemment, quand vous leur proposez ce qu'ils ont demandé à avoir un jour, tout le monde vous agonie d'injures en disant ouais, elle les a obligés, c'est horrible. Bon, ben non, je n'ai obligé personne. Emmanuel Laurentin faisait la Fabrique de l'Histoire depuis 20 ans. Bon, au bout de 20 ans, la curiosité dans le domaine s'émousse. Et je pense qu'il y a un moment d'ailleurs où ça s'entend. Donc Emmanuel, il l'avait toujours dit, voilà, le jour où le grain sera libre. Le grain était libre et Hervé Gardette avait envie, au bout de 8 ans, de faire autre chose. Donc on essaye autre chose. C'est à la fois toujours très France Culture, je crois, et c'est pas la même chose. Emmanuel Laurentin est arrivé dans son émission avec son bagage de sciences humaines accumulé depuis 20 ans. Donc il est plus avec des chercheurs qu'avec des experts, comme pouvait le faire Hervé Gardette. Hervé Gardette s'est lancé dans la transition écologique. C'est assez rigolo, je trouve, à suivre. En tout cas, et c'est assez rigolo dans les couloirs aussi, parce qu'il sait... Là, on va lancer un podcast bientôt, mais il a lui-même été sélectionné avec
avec sa famille, sa femme et ses 2 enfants, pour être famille zéro déchet, et leur adolescent menace déjà de quitter le domicile. Ça crée des discussions assez intéressantes, et il va nous raconter ce que c'est que d'être soi-même en transition. Là, par exemple, c'est un domaine sur lequel je pense qu'on fait complètement la différence avec France Inter, et qui permet justement la complémentarité des antennes. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez une nouvelle émission dédiée à l'écologie de 14h à 14h30 Non, 13h30 à 14h30, pardon, puisque c'est Jean Lebrun qui a bougé. 13h30 à 14h30 dédiée à l'écologie. Rien que le fait de dire l'écologie, ça dit un engagement qui est l'engagement de France Inter. Nous, ça s'appelle la transition. C'est moins engageant. Et la commande était très différente. C'était de dire à Hervé, rends-nous intelligible ce mouvement caché par ce terme de transition, qui est quand même un terme assez techno. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle quand on parle de ça? D'ailleurs, il a déjà fait, je crois, une chronique sur la question de l'écologie en tant que telle et de son rapport à l'écologie. Et je suis allé le chercher parce que ce n'est pas un spécialiste de l'écologie. Je veux qu'il soit un journaliste de cette question-là. Avant de laisser la parole au public, de vous laisser la parole pour vos éventuelles questions, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur l'impact que pourraient avoir, ou qu'ont déjà les restrictions budgétaires qui sont demandées à Radio France? Non, alors aujourd'hui, l'impact que ça a, en plaisantant avec un sujet qui n'est pas un sujet de plaisanterie, c'est qu'on est un certain nombre à passer beaucoup de temps à travailler là-dessus. Non, alors, il se passe quoi? Il se passe que, dans un premier temps, on attend... Il y a 2 choses. Il y a d'un côté des économies qui nous sont demandées par notre tutelle, notre actionnariat, donc qui n'est pas quelque chose avec lequel on peut transiger. Ça aurait sans doute, si des batailles d'explicitation n'avaient pas été menées de manière intensive, peut-être ça aurait pu être davantage. En tout cas, nous avons des économies demandées par notre actionnaire. Dans le cadre d'un retour de l'économie de l'État à des montants moins élevés que les montants actuels, on est un service public, donc on a à participer à ces efforts. Aujourd'hui, ces efforts, ils doivent passer. Ils sont de 2 titres. On a un problème d'économie, mais on a aussi un autre problème qui est l'accélération des usages du numérique et la nécessité pour nous de nous adapter à ces nouveaux usages, c'est-à-dire à produire de manière différente. Vous voyez, depuis la rentrée, par exemple, les grandes collections documentaires, la fiction, nos grands entretiens, nous les proposons en podcast dès le lundi. Pour tous les publics pour lesquels l'écoute des contenus sonores n'a de sens que comme ça. Et ben pour le faire, il faut transformer nos manières de faire, parce que sinon, c'est chaque jour qu'en fait le podcast est disponible, jamais en avance. Et puis pour le proposer en avance, il faut faire des pages du site, par exemple. Tout simplement, pour dire ce qu'il y a, pour dire ce que c'est, etc., etc. Donc, et ce travail-là, c'est du travail et à effectif réduit au final à horizon 2022. Donc, en fait, on travaille sur un vrai projet de réorganisation de notre production, permettant à la fois de travailler avec moins de personnes au final, puisque c'est la commande qui nous est faite, mais en même temps de ventiler notre travail autrement. Une antenne comme France Culture, pour vous donner une idée, 25% de l'écoute de France Culture, elle passe par les canaux numériques, et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, elle passe par les smartphones. Ça a complètement bouleversé notre rapport à l'image, et même à l'image, c'est-à-dire la petite vignette qui s'inscrit sur votre plateforme de podcast. Aujourd'hui, ça ressemble à rien encore, parce que c'est un énorme travail graphique que d'identifier chacune de nos productions. Donc on va mener ce chantier-là. Pour ma part, je pense qu'on doit avoir la possibilité, les ressources, les moyens, la créativité et surtout la conviction
cette conviction qui est chevillée au corps de tous mes camarades de la maison de la radio, de parvenir aux résultats escomptés, et tout autant en matière de développement du numérique que d'économie. La difficulté, je le dis très cash, c'est de faire ces deux choses-là en même temps. Bon, mais c'est comme ça, donc on va le faire. Avez-vous des questions pour Sandrine Trainer? Monsieur juste devant et après madame derrière. Merci. Pardon. Oui, bonjour. Bonjour. Comment dire, vous venez de nous faire un tableau très positif et enthousiasmant de ce que vous êtes en train de vivre à la tête de France Culture. Les personnes qui sont dans la salle, pour reprendre une expression que l'on fait rejeter, sont en général des personnes qui ont l'habitude de France Culture. Et nous sommes tous, je pense, très attachés à cette radio. Nous espérons profondément que les thématiques se diffusent et qu'elles aillent beaucoup plus loin que ce que vous avez réussi à faire monter depuis 2-3 ans. Ceci dit, qu'est-ce que je voulais dire de spécial? Alors, une question peut-être, si vous avez une question. Oui, c'est une question, mais la question, j'en ai 3. La première question, c'est notre ami Finkielkraut. Personnalité forte, mais personnalité qui a des idées pour lesquelles il a 1 heure systématiquement le samedi matin pour les faire passer, et profondément sans contradiction. Et donc ce serait peut-être intéressant de voir s'il n'y a pas moyen, je ne dis pas de mettre en face quelqu'un d'autre que Finkielkraut de 10 à 11, l'émission de Jeanneney est parfaite, je ne veux pas dire ça, mais qu'on puisse arriver à ce que, en gros, quand on a son rond de serviette, il ne soit pas ad vitam aeternam à votre disposition. Voilà, c'est une des questionnements. La deuxième question, c'est d'une part, j'ai été assez inquiet de la façon dont vous présentiez l'évolution des ressources que l'on vous demande de réduire, si j'ai bien compris. Et que vous avez bien compris. J'ai été choqué quand vous avez parlé d'actionnariat. L'actionnariat, profondément, le donneur d'ordre, c'est l'État et le gouvernement, mais l'actionnariat, c'est nous. C'est nous qui payons la redevance et c'est nous qui avons un outil qui nous intéresse et qui mérite d'être développé. Et c'est un peu dommage que l'on soit dans des logiques comme ça pour certains usages. On est quand même assez inquiet. Vous avez dit en gros qu'on arriverait à faire un meilleur travail avec moins de monde, enfin du moins qu'on espère que vous le fassiez, si je puis me permettre. Et donc, ça mériterait peut-être, c'est peut-être pas le lieu pour développer un petit peu les stratégies que vous allez mettre en place, parce que j'ai pas très bien compris, n'ayant pas ce que vous avez utilisé le nom d'un espèce d'engin qui s'appelle, je crois, un smartphone. C'est quelque chose qui me hérisse par moment, donc je sais pas, mais bon, vous avez sans doute des idées que ça peut faire. J'ai été épaté par les 25%. Hein. Et puis, mon dernier questionnement, c'est vous êtes le chef, vous êtes la directrice, il y a des émissions qui disparaissent. Est-ce que, je pense à un réalisateur, je ne sais plus, il y a 2-3 ans, qui s'appelait Martin Kénéen, qui a disparu du paysage. Et je voulais savoir si vous avez, si c'est Sandrine Trainer qui décide seule, ou est-ce qu'il y a une équipe qui monte la réflexion autour de ce que l'on peut faire ou ne pas faire? Bien sûr. Alors dans l'ordre et je pense rapidement. Ouais, alors. Alain Finkielkraut. Sur 4 sujets compliqués, c'est bien. Non, alors Alain Finkielkraut. Pardon, monsieur, de ne pas convenir avec vous qu'il a 1 heure de libre antenne sans contradiction. Je pense que, alors, je veux dire, Alain Finkielkraut est quelqu'un qui organise, en l'occurrence dans son émission, des débats. C'est des débats qui partent de ses obsessions personnelles. Alors ça, j'en conviens tout à fait.
Mais de là à penser que, par exemple, pour parler que de la semaine dernière, que Régis Debray pense la même chose qu'Alain Finkielkraut, je pense que l'ami Régis ne serait pas content du tout. Je pense que Alain Finkielkraut fait contrairement à ce qu'on pourrait croire, et vraiment je ne suis pas polémique, c'est la personne de notre antenne quasiment qui a le moins peur de la polémique. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas ça. Il n'a pas peur de la contradiction, il n'a pas peur du débat. Et c'est ça qu'il organise effectivement dans son émission. Si vous le citez, monsieur, c'est précisément parce que tous les autres ne vous hérissent pas, et donc en fait tous les autres ont des points de vue qui tranchent tout à fait avec ce que vous entendez d'Alain Finkielkraut. Mais par ailleurs, juste pour finir, j'ai sans doute tort. Hein. C'est un débat qu'on a dans ce pays depuis au moins 30 ans, pour pas dire davantage. Mais moi, je fais confiance à la personne qui écoute. Je ne crois pas que nous soyons là pour penser à la place ni de vous, ni des autres, et que il y a aussi un certain nombre de points de vue tranchés qui s'expriment sur cette antenne dans toutes les directions, je vous assure, dans toutes les directions. Et je pense que, regardez, à l'évidence, il ne vous a pas convaincu. C'est dire que c'est pas forcément dangereux d'entendre un autre point de vue que le sien. Je crois même que parfois c'est assez repoussoir. En tout cas, je crois que compte tenu de ce qu'Alain représente aujourd'hui, y compris dans son aspect polémique et poil à gratter, la suppression d'une émission comme Réplique causerait beaucoup plus de dommages que l'inverse. Mais je dis ça rapidement parce que, bon... non, l'actionnariat, c'était une blague, c'était juste pour... faut jamais blaguer. Non, c'était juste pour dire, nous, on ne peut pas aller contre la répartition budgétaire de l'État. Je veux dire, quand bien même on voudrait, on ne peut pas. Donc en l'occurrence, la répartition de la manne publique, la répartition de la redevance, vous savez, contrairement à ce que vous dites, et malheureusement, et j'acquiesce avec vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il y a eu plusieurs études sur la question de la redevance et de comment les Français étaient prêts à continuer à payer la redevance. La radio, ça vous coûte à peu près rien, hein, ça vous coûte moins de 24 € par mois, 21 € par an, c'est-à-dire en gros pour 1,50 €, vous avez toutes les antennes du service public, plus les podcasts, etc., etc. Quand on demande aux gens s'ils sont prêts à payer la redevance, en plein milieu du mouvement des Gilets jaunes, 85% des Français disaient qu'ils n'étaient plus prêts à payer la redevance. Donc le sujet en fait est beaucoup plus grave encore que la question d'une clé de répartition budgétaire. Là, en l'occurrence, j'ai cru entendre que la redevance allait baisser d'1 €. Pour nous, c'est beaucoup. Et ce que je disais juste, c'est que ce sont des notifications. Je veux dire, le budget de l'État fonctionne comme ça, avec des répartitions. Et nous devons travailler dans l'enveloppe de la répartition, sauf que nous allons aussi essayer d'augmenter nos ressources propres, ce qui par ailleurs ne plaira pas à tout le monde, mais qu'il faudra bien faire. Exemple, il y a eu quelques personnes, et je comprends très bien, qui ont regretté le fait qu'il y ait des petites publicités au début de nos podcasts. Le pré-roll. Il est très important de savoir que le podcast, c'est extrêmement cher pour nous. On achète de la bande passante pour stocker ces podcasts qui sont un véritable nouveau service donné à l'auditeur et à l'internaute, et que quand on n'a pas plus de budget, pour le proposer, il faut qu'on trouve des ressources autrement. Donc on va tenter de continuer à augmenter nos ressources et ça a été énoncé, vous avez entendu sans doute notre présidente, pas de changement de périmètre pour Radio France, 4 orchestres, 7 stations de radio, et la demande expresse que les économies ne portent pas atteinte à l'intégralité des grilles de radio. C'est donc pour ça que je travaille de sorte de tenir cette feuille de route. Pour finir de répondre à monsieur sur la façon dont les décisions sont prises concernant les producteurs, vous ne travaillez pas toute seule? Non, moi j'ai évidemment une équipe avec un directeur de la rédaction, un directeur des programmes, un directeur des contenus numériques, une directrice de la communication et du développement qui est là, et une directrice des relations presse qui est là aussi. Et donc on est un petit collectif. Il est bien évident qu'on prend les décisions de manière collégiale.
parce que c'est comme ça qu'on travaille toute la radio, je pense, de manière très collégiale. Oui, il y a des choses nouvelles, ce qui suppose aussi que des choses qui étaient n'y étaient plus. En l'occurrence, la personne à laquelle vous faites allusion, Martin Kénéen, faisait avec Mathilde Serrel, qui est en matinale en charge du biais culturel, une émission qui s'appelait Ping Pong. Ils l'ont fait pendant 2 ans. Ils ne s'entendaient pas. Et donc, il y avait 2 personnes sur une case. Et oui, pareil, hein, nous faisons des choix, l'équipe, mais je les assume seule, donc je l'assume. On va prendre une dernière question avant de se quitter. Madame. Bonjour. Je tiens à vous remercier énormément pour les podcasts. Voilà. Moi, ils sont là. C'est formidable. Voilà. Grâce à vous, les voyages en train sont extraordinaires. J'ai pas suffisamment de temps pendant la journée. J'ai d'autres activités que d'écouter France Culture. Mais dès que je peux, dès que j'ai un moyen, dès que j'ai 1 heure de transport, tu vois, une vie, une œuvre, c'est un rêve. C'est un rêve. Bon, voilà. Donc, je vous remercie pour les podcasts. Je pense que vous connaissez votre public. Moi, je vous remercie de vouloir sortir de votre quant à soi. Moi, je fais partie du retour de ceux qui sont revenus sur France Culture par les podcasts. Parce que je ne pouvais plus pendant la journée. Et est-ce que vous avez rajeuni votre moyenne d'âge? Est-ce que vous avez changé vos CSP grâce au podcast? Oui, je dirais presque même mathématiquement, puisque, comme vous le dites vous-même, comme votre vie à vous, le podcast permet à des gens qui travaillent dans la journée d'écouter. Je pense que par ailleurs, France Culture, l'idée de France Culture a beaucoup changé. Aussi parce que France Culture a beaucoup changé, mais pas que. Vous pouvez changer beaucoup et avoir beaucoup de mal à en faire passer l'annonce. L'image de France Culture a beaucoup changé, elle est beaucoup plus moderne. En fait, on a la chance, si j'ose dire, à moitié, on a la chance de répondre je pense, à un esprit du temps. Ce que ça a de moins positif, c'est que l'esprit du temps est un esprit anxieux qui cherche de la connaissance, qui cherche de la compréhension des enjeux et des phénomènes, etc. etc. Donc on a rencontré ça. Ce message, il est effectivement passé du côté des nouvelles générations qui, grâce au podcast, pouvaient, et quand je dis nouvelle génération, je dirais les moins de 50 ans, hein, en fait. Donc oui, les 30% d'augmentation de notre audience, il s'est fait essentiellement sur les 25-49 ans, mais avec une augmentation notable sur les 13-24 ans aussi. Et l'année dernière, pour la première fois, on a observé une véritable une évolution du nombre de ce qu'on appelle des CSP-, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait Bac plus 17, ce qui n'est d'ailleurs pas mon cas non plus, ni de la plupart des gens de mon équipe. Donc oui, et il faudra le faire parce que c'est aussi, d'une part, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais pour revenir sur la question de monsieur un instant, la question de la redevance, elle est cruciale. C'est-à-dire si les gens n'ont pas le sentiment, à tort ou à raison, hein, qu'on fait un véritable service public, c'est-à-dire un service pour tous les publics. Je veux dire, un jour, on peut se retrouver dans la situation qu'ont connue un certain nombre de nos camarades européens, que les Suisses ont failli connaître aussi, c'est-à-dire d'un mouvement de refus de la redevance. Et ce jour-là, non seulement on sera, nous, très malheureux, mais je pense que la société ira beaucoup moins bien parce que dans la société dans laquelle on vit, la radio opère un service public de proximité absolue, puisque c'est directement dans votre téléphone, dans votre cuisine, dans votre salle de bain, comme personne n'est en mesure aujourd'hui de le tenir. Radio France, c'est pas une entreprise de médias. Radio France, c'est une institution culturelle, musicale, littéraire. On est un appui des artistes, on est un appui des chercheurs. Il y a tout un pan pardon, de la parole publique qui disparaîtrait si Radio France perdait de son poids. Donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, parce qu'il y a encore beaucoup de gens à convaincre, y compris d'ailleurs cette question de la redevance est une parenthèse totale et c'est pas faire offense à mes camarades de la télévision puisque j'en viens et puis peut-être qu'on y retourne, mais en l'occurrence les gens pensent, enfin la redevance, tout le monde pense que c'est une taxe sur la télévision.
Il y a très peu de gens qui savent qu'en fait la redevance est aussi une taxe qui est perçue pour la radio. C'est dommage. Eh bien, merci Sandrine Trainer. Merci à vous. Merci Laurent. J'espère que merci à vous. Vous serez heureux de payer la redevance maintenant. Bonne fin de journée.